Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce journal. Le collège Charles III fermé jusqu'à nouvel ordre après l'incident survenu la veille dans l'établissement scolaire. Des analyses complémentaires sont effectuées par mesure de précaution. Une conférence de presse a eu lieu aujourd'hui. Les détails à suivre dans quelques instants. Après sa victoire contre le Paraguay en Coupe Davis le week-end dernier, Monaco connaît son futur adversaire. Les Monégasques iront défier le Maroc en septembre pour jouer la montée dans le groupe 1 Monde. Le 7 février correspondait à la journée mondiale sans téléphone, une opération pour tenter de décrocher de cet objet devenu indispensable dans notre quotidien. Nous évoquerons cette relation qui peut devenir toxique avec le psychologue Michael Stora. Il a seulement 19 ans et a déjà gravi 12 des 14 plus hauts sommets du monde. Alasdair Mackenzie sera avec nous ce soir. Soutenu par la Fondation Princesse Charlène dans son aventure, le jeune alpiniste est venu partager son expérience avec les lycéens de la Principauté, un message porté sur le dépassement de soi. Puis nous irons prendre le pouls à la veille d'une nouvelle rencontre décisive pour l'AS Monaco Basket, qui se déplace à Bologne pour le compte de la 26e journée d'Euroleague. Je vous le disais en titre, le collège Charles III est fermé jusqu'à nouvel ordre après l'incident survenu la veille dans l'établissement scolaire. Des analyses supplémentaires ont été effectuées par mesure de précaution. Si les relevés de toxicité s'annoncent négatifs, le collège rouvrira ses portes lundi. Ces détails ont été dévoilés lors d'une conférence de presse qui a été donnée en milieu d'après-midi aujourd'hui. Je vous propose d'en écouter quelques extraits. Par mesure de précaution, le gouvernement a décidé la fermeture de l'établissement pour demander à un organisme extérieur et indépendant, agréé, de faire des mesures complémentaires de manière à lever tout doute possible. L'établissement devrait rouvrir, si tout va bien, lundi matin. C'est des mesures qui seront faites par les 3 organismes de contrôle que sont l'APAV, Socotec et Veritas. Et ce sont des mesures de détection de polluants chimiques. En sachant, il faut le redire, que toutes les mesures qui ont été réalisées par les sapeurs-pompiers qui sont venus sur place n'ont pas permis de retrouver aujourd'hui aucune trace d'un polluant quelconque. Suite à la réaction chimique qu'il y a eu, on a détecté une concentration de toxiques. Cette concentration n'a jamais été très élevée, mais elle était présente. Quand on a quitté l'établissement hier, il n'y avait plus rien, plus aucune trace. Et ce matin non plus, puisque tout avait été stabilisé. Les symptômes qui ont été constatés aujourd'hui peuvent difficilement être attachés à un toxique, à un exposant environnemental. Quelques jeunes enfants avaient des symptômes en réalité liés à des problèmes infectieux et beaucoup de symptômes sont probablement liés à l'anxiété de la situation. Toutes les personnes qui se sont signalées ont été regroupés effectivement pour pouvoir être examinés par la faculté, de manière à ce que l'examen puisse être fait et un diagnostic éventuel établi. Dans un tout autre domaine, Monaco connaît son futur adversaire. En Coupe Davis, les joueurs de Guillaume Couillard iront défier le Maroc sur son terrain le week-end du 14 septembre pour une montée dans le groupe 1 Monde. Alban Jean-Jean était avec une partie de l'équipe lors du tirage au sort. Écoutez les réactions de la présidente de la Fédération monégasque de tennis, Mélanie Antoinette de Massy, et Lucas Catarina. On joue une équipe qu'on connaît bien, du coup le Maroc, et on verra, ce sera encore une fois difficile chez eux. On avait gagné il y a 2 ans ici, donc on va espérer le même résultat et on a hâte d'être à septembre. Évidemment, nous préférons toujours jouer à domicile, mais bon, les règles du jeu font que là, c'est nous qui nous déplaçons, vu qu'il y a 2 ans, ils étaient venus, en janvier 2022, ils étaient venus chez nous. Écoutez, je préfère toujours être optimiste. Après, si on regarde les classements de nos joueurs, Valentin Vachereau avait déjà joué contre Elliot Benchetrit. Il l'avait battu, pas envie de dire facilement, mais relativement facilement. Ils avaient à peu près le même classement, ils étaient tous autour des 400 à ce moment-là. Et si on se base uniquement sur les classements, Valentin a quand même une progression fulgurante ces 2 dernières années, et surtout depuis janvier. Il joue excessivement bien en ce moment. Notre équipe de double aussi, il n'y a rien à dire entre Hugo et Romain. Donc se basant uniquement sur les classements, je suis assez rassurée.
Le 7 février correspondait à la journée mondiale sans téléphone portable, une journée instaurée il y a plus de 20 ans maintenant, alors que le téléphone ne possédait pas encore toutes les fonctionnalités qu'on lui connaît. Est-il possible de s'en passer aujourd'hui? Avant de l'évoquer avec notre invité, le psychologue Mickaël Stora, Alban Gingembre est allé à votre rencontre pour savoir quelle relation vous entretenez avec votre téléphone. Je pense 2 heures par jour. Pas plus de 2 heures en total. On my phone, I spend like 5 hours a day. Au moins 4 heures. Sur 1 heure à peu près. 6 heures. Je dirais que sur le téléphone, je dois en passer facilement 2 ou 3 heures. J'utilise le téléphone pour les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Juste pour te communiquer. Les jeux en ligne, les réseaux sociaux et les actualités. Je préfère rester sans téléphone. Si je peux interdire le téléphone, c'est encore mieux pour moi, pour mes enfants aussi. C'est vraiment très difficile. Je pourrais m'en passer 2-3 jours. Non, parce qu'aujourd'hui, je pense que ça centralise tout, que ce soit les contacts, le travail, le divertissement. On peut apprendre des langues, on peut faire des choses inutiles comme des choses vraiment utiles, donc c'est assez dur de s'en passer. Non, ça, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? À cause de le travail, à cause de les échanges avec les proches. C'est vrai qu'on passe trop de temps là-dessus. J'essaie de faire d'autres activités à côté et d'avoir d'autres activités parce que c'est triste de passer beaucoup de temps sur son téléphone. Et développons cela avec notre invité, Mickaël Stora est psychologue. Il est également cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Bonsoir Mickaël Stora. Bonsoir. Cette journée est l'occasion de se pencher sur notre rapport avec notre téléphone. On a l'impression que c'est tout de même compliqué de s'en passer. Oui, ça fait quelques années que ça devient très compliqué et c'est évident que alors qu'on achète notre smartphone avec beaucoup de fierté et avec l'idée qu'on aurait la main dessus, très rapidement, après quelques mois, on se rend compte que c'est plutôt lui qui a la main sur nous et qu'il est devenu presque une sorte de prolongation ou, comme je l'ai dit il y a bien longtemps, une forme de doudou sans fil. Pourquoi et comment en sommes-nous devenus dépendants? Alors, il faut savoir d'abord que ce que l'on fait le plus sur notre téléphone, ce sont les réseaux sociaux et les messageries. Donc, on se demande à quel point est-ce que l'être humain n'a pas un besoin vital d'être toujours en lien avec les autres ou de voir ce que font les autres. Donc, on pourrait se dire que s'il y a une forme de dépendance, c'est à l'autre et peut-être que ça vient révéler qu'à certains moments, l'être humain se sent seul. Parce qu'au fond, c'est pas parce que je suis seul derrière mon écran que je me sens seul. Et donc, on voit que peut-être certains êtres humains se sentent seuls. De plus, et c'est là où se situe la dimension un peu plus compliquée, c'est que les réseaux sociaux ont des stratégies de captation de l'attention diaboliques qui font que, d'une certaine manière, avec leur nouveau modèle économique, c'est-à-dire l'économie de l'attention, ils souhaitent qu'on soit le connecté le plus longtemps possible. Donc tout cela peut-être fait que, d'une certaine manière, on a du mal à décrocher de notre écran. On en oublie l'essentiel, du rôle du téléphone, le rôle premier du téléphone, c'est d'appeler, et puis l'essentiel qui est de notre côté le réel. Oui, alors c'est très intéressant parce que, vous savez, on commence à vraiment évoquer de manière assez précise la question de l'addiction au téléphone, et je pense que d'abord, il ne faut pas forcément l'envisager simplement en termes de temps de connexion. En tout cas, nous, ce qu'on observe, c'est plutôt une rupture des liens sociaux réels. De manière assez... pour donner un exemple, au fond, un adulte, puisqu'il faut savoir que les plus connectés, ce sont les 35-49 ans, à l'inverse de ce que l'on croit, eh bien, un adulte, avec un père de famille, va petit à petit n'être plus que sur son téléphone pour finalement délaisser son rôle de père, son rôle de mari. Et c'est à ce moment-là qu'il faut véritablement s'inquiéter. Tout à l'heure, vous mentionnez le mot de doudou. Est-ce qu'on a un côté affectif, un rapport affectif avec notre téléphone? Quand on sort de chez nous, on vérifie toujours deux choses. Si on a les clés de la maison et si on a notre portable. Oui. Alors, le terme de doudou, c'est parce que en tant que psychologue qui travaille beaucoup avec les enfants, comme vous le savez, nous, le doudou, c'est un peu ce qu'on appelle un objet transitionnel qui va permettre au petit enfant de pallier à l'absence maternelle. Et donc, cette idée que finalement, le portable comme une sorte de matrice, finalement, nous permettrait d'être toujours en lien avec l'autre, alors que, comme je vous le disais, on se sent un peu seul. Il y a une dimension de doudou, peut-être même une dimension de fétiche. Beaucoup de personnes brandissent leur portable avec des coques pas possibles, comme quelque chose
incroyablement représentatif de ce qu'ils sont. Et c'est surtout quand on n'a plus de batterie ou qu'on le perd, on voit à quel point les gens sont en mode panique, puisqu'à ce moment-là, ils se rendent compte à quel point il leur manque profondément quelque chose. Et jusqu'où cette dépendance peut devenir dangereuse? Quand on doit s'inquiéter? Alors comme je vous le disais, au fond, finalement, on doit véritablement s'inquiéter parce qu'on peut avoir des moments excessifs. Ce sont des puissants distracteurs. On a le droit de se distraire à certains moments, mais c'est véritablement quand, petit à petit, moi je le repère plutôt avec certains jeunes qui déjà n'allaient pas très bien, fait que on va privilégier un surinvestissement de sa vie virtuelle, de son bonheur numérique au détriment du réel. Peut-être aussi parce que le monde réel est pas toujours évident et qu'à certains moments on a besoin de s'y évader, mais à force de s'y évader, cette forme d'évasion peut devenir une forme de prison. Et c'est à ce moment-là qu'il faut véritablement s'inquiéter. Mais on est en mesure de pouvoir se passer de son téléphone le temps d'une journée entière, par exemple? Je pense que c'est à essayer. On se rend bien compte, étrangement, que lorsque dans sa vie réelle, on va pas trop mal, lorsqu'on est occupé, on a peut-être moins besoin finalement d'être tout le temps connecté. Je pense que l'hyperconnexion est souvent un palliatif à l'ennui, au fait qu'on n'a pas forcément envie de se retrouver face à soi-même. C'est toute la problématique, c'est qu'on est parfois traversé par des sentiments négatifs. Et bien évidemment, en sortant mon écran, je vais finalement éviter de me retrouver face à soi-même. Quels sont vos premiers conseils alors à adresser à nos téléspectateurs, par exemple? Peut-être, je vais me permettre un petit conseil. Souvent, quand on se retrouve en vacances, on peut pas s'empêcher de tout photographier. Et on se rend compte petit à petit que cette sorte de mémoire visuelle n'est pas suffisante. La mémoire, elle est faite de 5 sens. Et l'odorat, le toucher, le goûter sont des sensorialités qui marquent notre mémoire. Donc peut-être à force de vouloir prendre par la vue et finalement de mettre à distance, acceptons de vivre les choses sans forcément à tout prix les photographier avec notre smartphone. Revenir au bonheur essentiel. Voilà, oui, c'est ça. Et peut-être aussi éviter d'avoir trop de notifications qui nous rappellent que c'est lui qui nous rappelle qu'il existe. Oublions-le un peu parfois. Eh bien, merci beaucoup, Mickaël Stora, d'avoir décrypté avec nous cette relation, si on peut dire ça comme ça, que l'on entretient avec notre téléphone. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Parlons économie à présent. Le 1er février, la Coface, leader mondial de l'assurance crédit, organisait à Paris son colloque annuel Risque Pays. Un rendez-vous qui aura réuni de nombreux experts pour exposer les défis économiques à venir et avoir les outils pour décrypter les risques dans un monde incertain. Une semaine après cet événement, le chef économiste de Coface, Jean-Christophe Caffé, était l'invité du Monaco Economic Board. Plus de détails dans ce reportage de Vanessa Dessy et Alexa Vial. Malgré les vents contraires, avec la multiplication des conflits géopolitiques, 2023 s'est révélé légèrement au-dessus. La croissance mondiale se positionne aux alentours de 2,6%, soit un demi-point de plus de ceux qui étaient prévus l'an dernier à la même époque. Plusieurs facteurs expliquent cette résistance. Le premier, c'est l'interventionnisme des États. Parfois hérité de la pandémie qui s'est prolongée, des nouveaux dispositifs pour lutter contre la crise du coût de la vie qui ont été introduits, les boucliers énergétiques, les subventions diverses et variées. Et puis, et surtout d'un point de vue plus fondamental, la robustesse, la résilience des bilans des agents privés, c'est-à-dire des ménages avec leurs excès d'épargne d'un côté, et des entreprises avec les excès de trésorerie qui ont permis d'une certaine mesure d'absorber le choc qui a été ceux auxquels ils ont été confrontés l'an dernier et qui au final a permis à l'économie mondiale de mieux s'en tirer. Avec un début difficile pour l'Europe, une croissance du premier trimestre proche de zéro, les États-Unis et la Chine qui ralentissent, qu'en est-il des perspectives 2024 ? Je pense que l'économie mondiale va continuer de ralentir sur 2024. On s'attend à une croissance mondiale de l'ordre de 2,2-2,3% sur l'ensemble de l'année. C'est un atterrissage qui se poursuit. Les risques sont malheureusement tous baissiers, liés à ce qui se passe côté politique monétaire, les conditions financières qui vont se durcir pour certaines entreprises qui vont être confrontées au refinancement de leurs dettes par exemple. Conditions géopolitiques qui restent aussi extrêmement volatiles. Dans l'ensemble, un scénario qui reste un scénario relativement favorable d'atterrissage, mais qui tient plus du chemin de crête que du boulevard, compte tenu des risques baissiers qui pèsent sur l'activité.
L'activité 2024 est notamment freinée par les effets de la hausse des taux, sa diffusion dans l'économie étant estimée entre 12 et 18 mois. Dans le reste de l'actualité, le prince Albert II a réagi hier à l'annonce de la disparition de l'ancien président du Chili. Sebastián Piñera est mort mardi dans un accident d'hélicoptère au sud de Santiago. Dans une dépêche adressée à l'actuel chef d'État du Chili, Gabriel Boric, le prince souverain a exprimé ses sincères condoléances à sa famille et au peuple chilien pour cette perte tragique et soudaine. Notre prochain invité a l'alpinisme dans la peau. À l'Asder, Mackenzie s'est lancé le défi fou de devenir le plus jeune alpiniste à gravir les 14 plus hauts sommets du monde avant ses 20 ans. Le natif de Lorient touche bientôt au but. Entre deux ascensions, celui qui a le soutien de la Fondation Princesse Charlène est venu partager son aventure avec les élèves du lycée Albert Ier. Il est également ce soir sur Monaco Info. Bonsoir à l'Asder, Mackenzie. Bonsoir. Vous avez 19 ans, vous avez déjà gravi 12 des 14 plus hauts sommets au monde. D'où vous est venue tout d'abord l'idée de vous lancer dans un tel défi? Alors l'idée est venue vraiment de ma première expédition, de réaliser un 6000 et un 7000. Et en fait, après, j'ai vu l'opportunité de me dire que je pouvais aller au-dessus du 8000. Et c'est parti comme ça. Au final, j'ai fait mon premier 8000. Et j'ai enchaîné un deuxième 9 jours après directement, le Lhotse et le Makalu. Et je me suis dit, c'est possible d'enchaîner les 12 autres dans un temps réduit. Et du coup, là, cette année, mon équipe et moi, on a fait plus de 10 sommets. Enfin, 10 sommets cette année. C'est allé très vite. Comment vous avez été piqué par le virus de l'alpinisme et l'envie de réussir votre défi? Alors j'ai été piqué très jeune par l'alpinisme et le ski, vraiment la montagne. Et du coup, depuis tout petit, je voulais devenir guide et devenir champion du monde de ski. Alors le champion du monde de ski, ça s'est pas fait, mais devenir guide, c'est dans les années qui viennent. Et du coup, le projet en plus, c'était quelque chose de magnifique. Et là, on a presque fini. Quand on vous entend, on a l'impression que c'est à portée de tous et pourtant un tel challenge demande une préparation minutieuse aussi bien par rapport au choix du lieu, à la saison, l'équipe aussi qui vous entoure. Ouais, alors c'est vraiment des choix qui sont gros, une énorme logistique parce que là cette année on prévoyait de faire 12 sommets de plus de 8000, au final on a fait que 10, mais c'est une énorme logistique, choisir une bonne équipe pour pouvoir nous accompagner et de pouvoir avoir la bonne météo, c'est vraiment des conditions qu'on doit prendre en compte et c'est des gros facteurs tout le temps à calculer et qui peuvent changer d'une minute à l'autre et du coup c'est un gros projet. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces ascensions? Qu'est-ce qu'on ressent une fois là-haut à plus de 8000 mètres d'altitude? Qu'est-ce qu'on ressent? C'est déjà d'être avec son équipe. Pour moi, c'est des moments qui sont magiques. Et en plus de ça, c'est de pouvoir être avec mes Sherpas au bon moment, aux beaux endroits et de voir des vues magnifiques. Et en fait, là-haut, tout est simple. Et c'est ça qui m'a attiré vraiment. Et quelle est l'ascension qui vous a le plus marqué? Alors l'ascension qui m'a plus marqué, c'est le Lhotse, mon premier sommet du 1000, c'était la première fois. Et ouais, cette ascension va être gravée dans ma mémoire pendant très longtemps. Vous aviez quel âge à l'époque? Si je devais y retourner, 17 ans j'avais. Et il y a eu des échecs, des déceptions à l'Asder? Il y a eu des échecs, bien sûr, les échecs font partie de ce genre d'ascension. Après, cette année, on n'en a pas eu. On a réalisé tout ce qu'on voulait faire. Après, les 2 Tibets, on a eu des problèmes administratifs, c'est comme ça. Mais j'espère pouvoir rentrer au printemps prochain pour réaliser les 2 derniers. Vous avez donc partagé vos aventures avec les lycéens de la Principauté aujourd'hui. Ils ont sensiblement votre âge. Quel message vous avez souhaité leur transmettre ? C'est vraiment un message qui me tient à cœur de leur transmettre, en fait, c'est de pouvoir réaliser ses rêves et de croire en ses rêves. C'est très difficile des fois d'y croire, mais c'est possible en fait si on se donne le travail pour. Moi, je suis parti de l'héritage de mon grand-père à mettre dedans et après d'aller chercher des sponsors directement. Et c'est ce que je veux leur transmettre, c'est qu'on peut croire, mais il faut travailler dur et faire beaucoup de sacrifices. Oui, voir au-delà de la performance sportive. Ouais, exactement. Aujourd'hui, vous avez donc gravi 12 des 14 plus hauts sommets au monde. Il vous en reste encore 2, c'est prévu pour quand ?
Alors les 2 derniers vont être prévus pour ce printemps 2024 et ouais, ça va passer. Et sans parler d'âge, combien de personnes ont déjà réussi à gravir les 14 sommets? Alors une 50aine de personnes maintenant. Vous êtes dans cette aventure soutenue par la Fondation Princesse Charlène. C'est un soutien de taille pour vous? Qu'est-ce que cela représente? C'est un gros soutien, mais c'est aussi qui m'aide à réaliser et à transmettre aux jeunes que c'est faisable. Et c'est des valeurs que j'ai et qu'ils ont, et c'est pour ça que j'adore être ici et pouvoir transmettre. Et on espère que ce message sera aussi entendu par nos téléspectateurs. Merci infiniment à Alasdair Mackenzie d'avoir été avec nous sur Monaco Info pour partager cette belle aventure, ce défi qui est le vôtre, et on l'espère que vous atteindrez cette année. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après sa victoire face à l'Asvel en championnat mardi, l'AS Monaco Basket a rendez-vous avec l'Euroleague demain pour une nouvelle rencontre déterminante pour la suite de la compétition. La Roca Team, actuellement 5e au classement, se déplace chez le 3e Bologne. Un nouveau choc donc pour les Monégasques qui avaient totalement sombré face aux Italiens au match aller. Je vous propose d'écouter Sacha Obradovic et Mam Djeté avant leur départ pour Bologne. I expect, war, in one sentence, like in one word. Very important, for both teams, even not decisive in a game. I'm sure that they're going to play very aggressive, and they give us some model, like the first game they played here, they were very aggressive and we were soft, like we didn't respond on their, physicality. Il y a un air de revanche, mais je pense qu'au-delà de là, il y a surtout une prise de conscience de la situation et de l'enjeu et de l'importance du match. C'est une équipe qui est extrêmement solidaire. Ils ont gagné beaucoup de matchs de peu, beaucoup de matchs où ils reviennent, ils sont menés, ils arrivent à revenir. Ça montre qu'il y a un noyau dur, il y a une grosse solidarité. Donc à nous premièrement de limiter certains joueurs. Bellinelli et Shengelia, ça reste quand même le gros noyau de l'équipe. Donc on va devoir se concentrer sur eux. Bologne-Monaco, c'est donc ce vendredi à 20h30. Et puisque l'on parle de rencontres décisives, le match de samedi est tout aussi important pour les gymnastes de l'Étoile de Monaco. Engagés dans le top 12, le championnat de l'élite de la gymnastique française, les Monégasques reçoivent Franconville à l'espace Saint-Antoine pour la 6e et dernière journée de phase de poule. Alban Gingembre et Alexa Vial sont allés sonder l'état d'esprit des gymnastes avant la compétition. J-2 avant la dernière journée de phase de poule pour l'Étoile de Monaco, les gymnastes affronteront Franconville, une étape cruciale dans le classement qui permettra à l'équipe ou non de se qualifier pour les demi-finales. Alors pour l'instant on est entre guillemets premier de la poule, sauf que Tremblay officiellement est premier mais compte un match en plus. Et à l'issue du match de samedi, on va savoir qui de Tremblay, Franconville ou Monaco est en tête de la poule pour accéder aux demi-finales du top 12. Pour cela, les gymnastes n'ont pas le droit à l'erreur. Seule une victoire ou un match nul leur permettra d'accéder à l'étape suivante. Ils seront évalués sur 3 agrès, le saut, le cheval d'arçon et la barre fixe. Chaque agrès s'appréhende de manière égale, c'est-à-dire que c'est des duels. Donc en fonction de ce que va présenter l'adversaire, on va pouvoir positionner un gymnaste. Et si l'adversaire réussit ou échoue, on peut changer le gymnaste en cours de jeu. Donc il y a une stratégie qui rentre en jeu dans cette compétition-là. Et ça, c'est aléatoire, ça va dépendre de l'humeur et de la forme du jour. Le saut de cheval n'est pas notre point fort. On manque un petit peu de jambes en ce moment. On essaiera de faire le max cheval d'arçon et barre fixe qu'on a pu le faire la semaine dernière. C'est notre objectif. Pour l'instant, c'est avec concentration que les sportifs se préparent. Mais l'état d'esprit, on souhaite qu'il soit équivalent à la semaine dernière à Tremblay où on a réussi à se mobiliser malgré quelques petites erreurs. Mais il y avait un très très bon état d'esprit et on souhaite renouveler ça ce samedi à la ZAC. Rendez-vous ce samedi à 16h à l'espace Saint-Antoine pour mettre fin au suspense. Retour à présent sur cette dernière représentation des ballets de Monte-Carlo. Les imprévus étaient proposés mercredi soir au Grimaldi Forum pour la première fois de la saison. Un spectacle donné à l'occasion du 25e anniversaire du partenariat entre les ballets et le CFM Indo-Suez Wealth Management et qui aura offert un moment de proximité rare avec les danseurs. José Sacré vous en dit plus dans ce reportage réalisé avec Thomas Deus.
Présidente de la compagnie des ballets de Monte-Carlo, Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre a assisté, le 7 février, aux premiers imprévus de la saison proposés par la compagnie à l'Atelier des Ballets. Là, en l'occurrence, c'est en plus très particulier parce qu'on célèbre les 25 ans de partenariat, plus que de partenariat, de collaboration avec le CFM Indo-Suez qui nous soutient depuis aussi longtemps. Et donc j'ai conçu un programme autour de cette idée, puisque nous sommes ensemble depuis 1999 et nous sommes toujours aujourd'hui partenaires et nous avons renouvelé ce partenariat pour 3 ans supplémentaires. Donc j'ai commencé par Cendrillon que j'ai créé en 1999 à l'occasion de cette première signature. Comme je trouve que c'est une belle histoire et que moi j'ai toujours envie de voir les choses comme des histoires d'amour, il me semblait difficile de ne pas raconter un peu de Roméo et Juliette pour célébrer tout ça. Et puis on finira avec la création de Sharon Eyal, qu'elle est en train de travailler pour nos prochains spectacles au mois d'avril. Création très étonnante, très particulière, très originale et qui pour moi est le symbole du futur de notre collaboration puisque c'est vraiment quelqu'un qui est ancré dans son siècle et qui se projette divinement bien vers le futur. 25 ans de collaboration, 25 ans que CFM Indo-Suez sponsorise les ballets, accompagne les ballets. C'est un partenariat de longue date. Nous le renouvelons ce soir pour 3 années. C'est un partenariat par lequel CFM apporte sa contribution au rayonnement culturel de la Principauté et nous en sommes très fiers. Et sachez que les ballets de Monte-Carlo présenteront la création emblématique de Jean-Christophe Maillot, Roméo et Juliette, ce dimanche au Palais des Festivals à Cannes. Rejoignons Alban Gingembre pour vos prévisions météo. Bonsoir Alban, quelle est la tendance pour cette fin de semaine ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain, c'est une météo capricieuse qui s'installe sur la Principauté, un temps très instable avec un ciel couvert et des averses toute la journée. Le vent se lève également, des rafales pouvant atteindre les 35 km/h. Pour ce qui est de la température, elle variera entre 12 et 13 degrés. Et pour ce vendredi 9 février, nous fêterons les Apollines. Merci Alban et merci à vous pour votre fidélité. Dans quelques instants, découvrez les photos de fin de JT. Merci de nous avoir suivis. Demain, retrouvez Julia Vial pour un nouveau journal. Excellente fin de semaine à tous.